Bonjour à tout le monde. L'ouverture par le pape François, il y a quelques semaines de cela, du synode sur la synodalité représente une inflexion majeure dans l'histoire millénaire de l'Église. Pour faire simple et sans doute trop simple, c'est un mouvement qui avait été initié par Vatican II, notamment la Constitution Lumen Gentium, qui arrive à une sorte de stade culminant, à savoir de considérer l'Église par les personnes qui la composent, et donc essentiellement des laïcs, et non plus uniquement les fameux pères conciliaires autour desquels tout avait tourné précédemment. En coulisses, il y a des débats théologiques passionnants qui remplissent des dizaines de mètres cubes d'écrits divers, mais mon esprit a été troublé par quelque chose qui probablement n'avait pas été intentionnel. Plutôt que de faire réaliser une mutation à l'Église, je dirais peut-être que ce synode pourrait nous en apprendre beaucoup sur nous-mêmes, nous autres humains, indépendamment de toute constitution religieuse et considération théologique. Le vade-mecum ou alors feuille de route officielle du synode pour les participants propose de consulter, écouter les gens de son cercle local, paroissial, professionnel, que sais-je. Je l'avoue, je ne l'ai pas fait, mais le hasard des choses m'a donné à connaître toutes sortes de travaux réalisés par d'autres à travers le monde, et c'est là que l'on reste songeur. La méthode de base est à peu près toujours la même, rassembler des personnes, les écouter, échanger librement. Mais les résultats sont diamétralement opposés selon les pays. Dans les pays que nous autres occidentaux nous qualifierions de difficiles, par exemple du fait de guerres, de disettes ou de calamités, les échanges se déploient librement, naturellement, autour des liens existants entre les humains. Il est d'ailleurs fort difficile de distinguer les liens qui sont liés à la paroisse des liens ordinaires du village en passant par les liens familiaux. Tout cela est mêlé et une chose est sûre, qu'il s'agisse d'un incendie de vie familiale ou de réflexion intellectuelle, l'être humain n'est pas seul. Bien entendu, un tel peut ne pas s'entendre avec tel autre et ceux du village d'à côté ne sont pas toujours bien vus, mais n'importe, il y a une solidarité organique. À l'inverse, dans ce que j'appellerais l'extrême occident, le premier écueil est tout simplement de trouver son semblable, même en mobilisant parfois à la perfection les fameuses nouvelles technologies. Les agendas sont incompatibles, les gens trop occupés, on n'ose pas les déranger. D'ailleurs, parler de grandes questions, même indépendamment de toute religion, ça passe pour une absurdité ou un véritable défi. Socialiser autour d'une musique ou d'un produit de consommation passe encore, mais socialiser sans enjeu économique, rien que pour les liens humains, ça passe pour l'acte d'un fou. Et ce n'est pas tout. En extrême occident, même à supposer d'avoir franchi les obstacles interhumains, il est quasiment impossible de penser à un certain grand enjeu intellectuel sans aussitôt aborder la fameuse sexualité sous une forme ou sous une autre. L'alpha et l'oméga de la vie intellectuelle occidentale semblent se dérouler dans la chambre à coucher, ou pour ne pas dire des lieux moins avouables, et l'échange, hélas, avec quelques exceptions, patine très vite, hein. Ce qui me trouble, c'est ce contraste entre la sécheresse relative, intellectuelle, d'une réunion d'occidentaux pourtant instruits, hein, et ayant quasiment tout ce qu'il faut sur le plan matériel, par rapport à ce que savent articuler des gens hors Occident, même des personnes que l'on pourrait juger incultes ou très jeunes. Le pape François voulait, pour simplifier à l'extrême, moderniser l'Église, la mettre en phase avec notre temps. Mais aux surprises, le vertige vient hélas peut-être pas tant en pensant à l'Église, mais en pensant à ce temps après qui nous autres occidentaux pressés, nous courons. Merci beaucoup et bonne journée.